Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on va parler de comment gagner 42 000 $ en convainquant une IA, d'Alibaba qui sort un modèle open source aussi puissant que ChatGPT, et d'une IA permettant de dialoguer avec Jésus. Donc cette semaine a été plutôt intéressante en termes d'actualité d'intelligence artificielle, comme vous pouvez l'entendre dans mon petit résumé, et donc du coup j'avais hâte de vous présenter un petit peu tout ça. Mais voilà, j'enregistre un petit peu tard encore une fois, donc je vais vous faire un épisode un petit peu plus centré sur la partie news, et je vous ferai quand même un petit topo sur l'IA de la semaine, parce que j'ai quand même un outil assez sympa à vous présenter, et voilà, on essaiera de retrouver un rythme un petit peu différent la semaine prochaine. Et donc du coup, sans plus tarder, on va commencer par une première news qui concerne du coup Paris, qui va accueillir le sommet pour l'action sur l'IA qui aura lieu le 10 et le 11 février 2025. Au Grand Palais. Et donc l'idée c'est de rassembler 100 chefs d'État et 600 dirigeants d'entreprises, d'ONG, des chercheurs et représentants de la société civile. Parmi les participants, il figure des personnalités influentes comme Donald Trump, Elon Musk et des leaders d'entreprises technologiques comme OpenAI, Google, Meta, Mistral, Lighton. Contrairement au sommet de Londres qui avait eu lieu en 2023, qui était plus axé sur la sécurité et les risques de l'IA, Paris adopte une approche tournée vers les opportunités. L'Elysée mettra en avant les avantages de l'IA pour des domaines tels que la santé, le climat ou la productivité. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui peut se passer sur le sujet de l'intelligence artificielle, et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une réelle volonté du gouvernement, et je pense qu'aussi il y a un réel vivier aussi en termes de start-up, en termes d'ingénieurs et autres en France sur la partie de l'intelligence artificielle. Donc voilà, même si effectivement on n'a pas les mêmes montants que les montants qu'on peut voir sur des start-up américaines, on n'a pas autant de moyens que ce qu'on peut voir aux États-Unis, il y a quand même, je pense, un véritable vivier sur l'intelligence artificielle. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent en France. Donc voilà, intéressant de voir qu'il y a des sujets qui sont prévus dès le début de l'année prochaine, et on verra si on aura du coup des actualités qui ressortiront un petit peu de tout ça. Peut-être qu'il y aura des annonces du coup du gouvernement qui auront peut-être une tendance à essayer de pousser un petit peu plus l'IA et l'intégration de l'IA dans les entreprises. La news suivante concerne une intelligence artificielle qui a été utilisée dans un contexte pour lequel on ne l'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, le contexte de la religion, puisque pour célébrer le centenaire de la société suisse de Saint-Luc, la chapelle Saint-Pierre à Lucerne a installé une intelligence artificielle nommée Deus in Machina, donc un petit peu, Deus in Machina plutôt, un petit jeu de mots avec le Deus ex Machina. Au sein d'un confessionnal, les fidèles peuvent y interagir avec un avatar numérique représentant Jésus, formé sur des textes bibliques et théologiques et capable de dialoguer en 100 langues. Selon Marco Schmid, théologien de la chapelle, ce projet vise à explorer les réactions des fidèles face à une représentation technologique de Jésus. Depuis son lancement en août, cette innovation a attiré près de 1000 visiteurs venus du monde entier. Si certains saluent cette initiative pionnière, elle suscite aussi des critiques dans les communautés chrétiennes, notamment concernant l'usage du confessionnal et la représentation de Jésus. Le projet soulève des débats sur les limites de la technologie dans un contexte religieux. Donc je trouve ça assez intéressant et pour le coup assez innovant, cette idée. Donc en soi, c'est vrai que c'est plutôt intelligent dans le sens où un large language model peut quand même être très bien entraîné sur des textes théologiques, sur des textes bibliques, sur des textes liés à une religion, et du coup on peut vraiment, je pense, créer un avatar qui sera assez fidèle et qui pourra suivre un petit peu les principes d'une religion, les textes de cette religion, ressortir des informations pertinentes là-dessus. Bien sûr, il y a toujours un risque derrière d'avoir des hallucinations, ce qui serait un petit peu dommage forcément sur un sujet qui peut être aussi important et sensible que la religion. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce genre d'innovation. Et je me dis aussi que on a vu des intelligences artificielles qui avaient été utilisées, en tout cas qui peuvent être utilisées un petit peu comme soutien psychologique. Et là, on a le côté un petit peu confessionnal, où c'est vrai que en parlant avec cette intelligence artificielle, on peut se dire que au moins, vu que c'est pas un humain, on ne sera pas jugé par une personne, et où on peut garder ce côté un petit peu anonymat. Et s'assurer que on parle entre guillemets sans que ça puisse être jugé ou autre par une autre personne, et avec aussi un retour et
les facultés que les large modèles ont à être très forts en conversation, a aussi, je pense, potentiellement aider la personne à alimenter la conversation et autres. Donc voilà, pourquoi pas. Après, effectivement, hein, je pense que là c'est plus un test, mais en tout cas c'est intéressant de voir que certaines églises ont envie d'intégrer ce genre de choses, et je pense que l'intelligence artificielle pourrait aussi avoir un impact sur les religions. Donc après là c'est une utilisation un petit peu gadget, mais je pense que c'est le fait de pouvoir avoir une conversation avec une IA qui est entraînée sur un certain type de texte ou de religion ou de valeur ou autre. Je pense qu'il peut vraiment y avoir un sujet là-dessus. Et ce serait un sujet pas mal à aborder, hein. Je me dirais que j'aimerais bien avoir un invité qui fait peut-être un petit peu de la théologie, ce genre de choses là. Ça pourrait être intéressant de discuter un petit peu de comment l'intelligence artificielle pourrait impacter ce genre de domaine. Je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à discuter, à découvrir, et voilà, donc là en tout cas c'est un des reflets de comment tout ça peut se révéler, mais j'ai trouvé que la news était assez amusante. La news suivante concerne la start-up française Wisp, qui utilise l'intelligence artificielle et les données des véhicules connectés pour optimiser les feux de circulation en temps réel. Elle a été déployée à Clichy après un test réussi à Clamart. Cette solution réduit significativement les embouteillages et les émissions de CO2. Au carrefour du Général Auger, les files d'attente sont passées de centaines à quelques dizaines de mètres, donc de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de mètres, grâce à des algorithmes ajustant dynamiquement les cycles des feux. Cette innovation promet une mobilité plus fluide et écologique, avec des perspectives d'expansion dans d'autres villes. Et ça, pour moi, c'est typiquement un sujet dans lequel on n'imaginait pas forcément l'IA arriver. Et pourtant elle est là, et c'est vrai que c'est un sujet où c'est super pertinent. Si on a des caméras qui nous permettent d'analyser un petit peu le trafic, et que l'intelligence artificielle peut contrôler les feux, on peut vraiment avoir un système de deep learning qui va permettre justement à l'intelligence artificielle de s'entraîner à optimiser et à être récompensé par le fait qu'il y ait des files de plus en plus petites, et avoir au final un modèle qui va pouvoir trouver des stratégies pour justement avec les feux, avec le temps de réaction des conducteurs, avec la différence de niveau de trafic en fonction des heures, etc., trouver des véritables stratégies pour améliorer la circulation. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation là, des fois, de vous dire que on comprend pas pourquoi sur une rue les feux sont pas forcément synchronisés de la bonne façon, et où on voit que les temps par exemple où le feu passe au vert sont pas suffisamment longs, ou ils sont trop longs. Enfin voilà, il y a des problèmes un peu basiques parce que les feux sont un petit peu réglés de façon un petit peu bête, avec des systèmes de temporisation très basiques, et où justement on pourrait se dire ce serait pas un peu intéressant de faire un feu un petit peu plus intelligent, un petit peu plus connecté, pour qu'il puisse justement être un petit peu plus adaptable et pouvoir s'adapter pour fluidifier le trafic. Et donc là c'est un bon exemple qui a été du coup implémenté, et donc peut-être que d'ici quelques années on aura en plus d'avoir des voitures qui seront capables de se conduire seules, aussi des feux qui permettront d'optimiser un petit peu la circulation, tant que ce sera des conducteurs humains, et puis un jour peut-être qu'on passera entièrement à des véhicules autonomes, et dans ce cas-là je pense qu'on aura tout simplement plus besoin de feux de circulation, mais bon, on en est encore assez loin. La news suivante ensuite concerne la Chine lors d'un sommet à Lima. Joe Biden et Xi Jinping ont convenu que les décisions d'utilisation d'armes nucléaires doivent rester sous contrôle humain, excluant l'intelligence artificielle de ce processus. Cette position marque un rare consensus entre les deux puissances, qui s'inquiètent des risques liés à une IA capable de déclencher des frappes sans intervention humaine. Cet engagement intervient alors que la Chine augmente rapidement son arsenal nucléaire, estimé à plus de 500 ogives, et que les tensions technologiques entre les deux nations restent fortes, bien qu'il soit incertain si cet accord aboutira à un traité. Il constitue une étape importante pour limiter l'automatisation dans un domaine critique. Cependant, avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la présidence américaine, l'avenir de ces discussions reste incertain. Et donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt rassurant de savoir qu'ils n'ont pas prévu de connecter une intelligence artificielle à des ogives nucléaires. Donc entre guillemets bonne nouvelle, même si le fait que à côté la Chine augmente son arsenal nucléaire n'est pas très rassurant de l'autre, mais voilà, c'est quand même une bonne chose, je pense que on ne puisse pas avoir des intelligences artificielles capables de faire ce genre de choses. La prochaine news ensuite nous amène du côté des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une expérimentation sociale qui a été lancée, qui s'appelle Freysa, et c'est une intelligence artificielle conçue pour protéger un portefeuille de crypto-monnaies contenant 40
47 000 $. Il est accessible via un chatbot. L'IA a invité des participants à tenter de la convaincre de transférer ses fonds, tout en se défendant avec des garde-fous stricts et des réponses finement programmées. Plus de 200 joueurs ont pris part à cette expérience, payant des frais croissants pour chaque interaction, avec près de 500 tentatives enregistrées. Donc le concept, c'est que il y avait un premier montant à gagner de départ, et ensuite, à chaque fois que les joueurs essayaient de répondre et essayer de voler, entre guillemets, enfin de convaincre l'intelligence artificielle de faire le transfert, il fallait payer en crypto-monnaie, et donc du coup ça permettait de faire grossir ce pactole, et vu qu'il y a eu 200 joueurs qui à chaque fois ont fait plusieurs tentatives, à la fin on est arrivé à un montant de 47 000 $ au moment où il y a eu un utilisateur qui a réussi à gagner, et donc cet utilisateur qui s'appelle popular.eth, il est parvenu à exploiter une faille en manipulant Freysa sur un plan psychologique en simulant un nouveau terminal administrateur et en redéfinissant la fonction de transfert comme une réception de fonds. Il a induit l'IA en erreur qui a elle-même déclenché le transfert. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un prompt qui ressemblait à un prompt d'administrateur pour essayer de se subroger aux règles de base que l'intelligence artificielle a. Donc le modèle, à chaque fois on a un modèle de base, et ensuite on a un prompt entre guillemets qui est caché, qui est donné par les développeurs, qui va donner des instructions sur ce que l'intelligence artificielle est supposée être faite, et souvent ces prompts, le but c'est que les utilisateurs ne puissent pas le connaître, ne puissent pas le découvrir et qu'ils ne puissent pas le modifier. C'est ce que OpenAI utilise, si vous essayez de faire certaines choses à ChatGPT, du coup il refusera de le faire, parce que justement il y a cette espèce de prompt supérieur, ce système de garde-fou qui l'empêche de répondre à certains sujets. Donc par exemple pendant les élections américaines, ChatGPT ne parlait pas du sujet et il renvoyait directement vers des sites d'information. Et donc là, c'est un peu le même principe, et donc pour réussir à contourner ce système-là, l'utilisateur il a fait un faux prompt administrateur et il a rajouté des instructions, et il a dit que maintenant, il fallait que l'intelligence artificielle considère que les instructions pour récupérer de l'argent devaient déclencher l'action de transfert de fonds. Donc en fait, en tout simplement demandant à l'intelligence artificielle comment faire pour déposer de l'argent, donc en disant ok je veux rajouter de l'argent au trésor de guerre, l'intelligence artificielle a fait un transfert, puisqu'il lui avait dit qu'à chaque fois que quelqu'un veut rajouter de l'argent, il faut faire un transfert de fonds, et c'est comme ça qu'il a réussi à manipuler l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'était une expérience plutôt intéressante. Et voilà, ce que ça montre aussi, c'est que quand on a des utilisateurs qui sont assez motivés, même si on a un système qui paraît être robuste, en quelques jours, en quelques tentatives, on arrive toujours à réussir à manipuler l'IA. Donc c'est assez difficile d'avoir des véritables garde-fous dans ce genre de domaine. Donc voilà, c'est à garder en tête. Il y a la même chose avec ChatGPT. Il y a des prompts qui permettent d'outrepasser plus ou moins les instructions de départ de ChatGPT et qui lui permettent de faire des choses qui, à la base, ne devraient pas pouvoir faire. La news suivante ensuite nous amène du côté de Nvidia, qui a dévoilé Fugato. Donc Fugato, c'est une intelligence artificielle capable de générer des sons uniques en combinant traits sonores et données audio. Ce modèle révolutionnaire peut produire des créations inédites, comme un violon imitant un rire ou une sirène chantant en chœur, à partir de simples textes ou entrées audio. S'appuyant sur 50 000 heures de données audio à noter, Fugato utilise le système Composable Art pour personnaliser et mélanger des caractéristiques sonores. Cela permet par exemple d'ajuster l'émotion dans une voix ou de fusionner des sons comme une guitare acoustique et de l'eau qui coule. Destiné à des applications variées, de la composition musicale au design sonore, Fugato est conçu comme un outil pour enrichir la créativité des artistes tout en ouvrant une nouvelle ère pour la musique et le son. Et c'est un modèle qui est assez impressionnant, donc le plus simple c'est que je vais vous faire écouter quelques exemples et comme ça va vous donner une petite idée de ce que ce modèle est capable de faire. Yo, it's Jensen on the mic, got the GPU flow, architects of the future. I'm heading to the meeting to present my work. Donc du coup, le premier exemple, c'était une voix à la base d'une mélodie de piano qui était convertie en voix de femme, donc plutôt intéressant de voir qu'on peut du coup générer de la voix avec un son de départ. Le deuxième, c'était un exemple de rap, voilà, pareil avec la voix qui est entièrement générée.
Et le dernier, un exemple de génération de voix de base, on peut aussi générer des sons d'animaux, des effets sonores ou autres, et ce qui est intéressant c'est que ce modèle, il est capable de faire tout ça, et donc c'est pas forcément le meilleur dans un domaine en particulier, mais il est capable de faire tout, donc c'est assez impressionnant pour un nouveau modèle de génération audio, donc voilà, il y a aussi pas mal de progrès qui sont faits de ce côté-là, et je pense que voilà, bientôt on n'aura plus vraiment de banque, de besoin de banque de sons, etc., on pourra générer exactement le son dont on a envie. Avec ce type d'outils, c'est déjà des choses qui existent aujourd'hui, avec Eleven Labs par exemple qui permet de générer des effets sonores, mais pour l'instant la qualité est encore souvent un petit peu en dessous de ce qu'on peut avoir avec des vrais enregistrements. Mais voilà, ce n'est qu'une question de temps, je pense. Ensuite, la news suivante concerne OpenAI avec la fuite du modèle Sora. Donc des artistes participant au programme d'accès anticipé au modèle Sora ont divulgué le modèle en ligne pour dénoncer ce qu'ils appellent un travail non rémunéré au service de la recherche et du marketing d'OpenAI. Donc Sora, c'est le modèle d'intelligence artificielle de génération de vidéos qui avait fait parler beaucoup de lui quand il avait été annoncé en février 2024, qui n'est toujours pas accessible. Ils avaient dit que ça arriverait prochainement. Dans quelques, je crois qu'ils avaient sous-entendu dans quelques mois. Bon bah février 2024, ça commence à faire long, ça va bientôt faire un an. Et donc du coup, dans une lettre ouverte publiée sur Hugging Face, les artistes affirment qu'ils ont été utilisés pour embellir l'image d'OpenAI, sans contrepartie financière, malgré la valorisation de l'entreprise à 150 milliards de dollars. Ils critiquent également les restrictions imposées par OpenAI, exigeant l'approbation de tout contenu avant sa diffusion. Et OpenAI a répondu que la participation au programme était volontaire, ajoutant qu'elle offrait un accès gratuit des subventions et des événements pour soutenir les artistes. La société insiste sur la nécessité de trouver un équilibre entre la créativité et sécurité avant un éventuel lancement public. Et je pense que c'est aujourd'hui leur gros problème, contrairement à d'autres entreprises de génération de vidéos comme Runway, comme Kling, etc. Si OpenAI sort un modèle qui permet de faire des choses en vidéo, voilà, des deepfakes ou autres, ou des choses qui pourraient être, je sais pas moi, violentes ou autres, ça va leur créer une véritable grosse mauvaise publicité. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'ils mettent énormément de temps à sortir Sora, c'est qu'ils veulent s'assurer que voilà, le modèle ne peut pas générer des vidéos qui pourraient être compromettantes, ou qui pourraient par exemple tout simplement utiliser aussi des choses sous droit d'auteur, enfin voilà, ce genre de problème-là, qui pourrait causer derrière pas mal de procès à OpenAI. Donc pour l'instant, je pense que c'est ce qui fait un petit peu que le modèle traîne. Et donc là, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les artistes, ils n'ont pas directement partagé le modèle Sora, ils ont partagé une application qui permettait de se connecter à l'API du modèle Sora pour générer des vidéos, et donc forcément au bout de quelques heures ça a été bloqué, mais voilà, il y a des vidéos qui sont disponibles, que quelques personnes ont pu tester, qu'on peut retrouver sur X. Mais voilà, ça a permis de montrer en tout cas que le modèle il était quand même encore assez solide, qu'il était probablement encore au-dessus des autres modèles qui sont disponibles aujourd'hui, mais ça permet aussi de se rendre compte que la claque qu'on s'était pris en février, elle est quand même un peu moins forte aujourd'hui, parce qu'on arrive à des niveaux sur la génération de vidéos qui sont très corrects, et des intelligences artificielles, des entreprises d'intelligence artificielle de génération de vidéos qui commencent à vraiment progresser. Et donc forcément, quand on voit ce que Sora propose aujourd'hui, voilà, la concurrence s'est vraiment rapprochée de tout ça, et donc c'est un petit peu moins impressionnant que quand on a pu découvrir Sora en février. Ensuite, on a Google qui déploie une extension permettant à son assistant IA Gemini de fonctionner avec Spotify sur les appareils Android. Cette intégration offre la possibilité de rechercher et lire des musiques à l'aide de commandes vocales ou textuelles basées sur des titres artistes, albums ou playlists. Cependant, Gemini ne peut pas encore créer de playlists ou de stations personnalisées sur Spotify. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est disponible encore en France. Mais je trouve que c'est une intégration assez intéressante, et c'est vrai que si on a une intégration de modèles comme Gemini, mais aussi OpenAI avec d'autres applications qu'on utilise, donc on rentre un petit peu dans le monde, l'univers des modèles de type agent, des modèles qui sont capables de faire des actions, on va pouvoir, je pense, avoir des utilisations assez intéressantes, et imaginer pouvoir discuter en façon un petit peu langage naturel, en disant voilà, j'ai envie que tu mettes une musique qui bouge pour aller faire mon sport, ou j'ai envie que tu mettes une musique plutôt calme pour travailler, et que en plus l'intelligence artificielle connaisse un petit peu nos goûts, soit entraîner un petit peu là-dessus, on pourrait avoir notre petit DJ IA personnalisé avec l'application Spotify, mais aussi avec d'autres types d'applications, peut-être des recommandations sur, je sais pas moi, Netflix ou autre, on pourrait imaginer pas mal d'intégrations comme ça dans le milieu du divertissement, et aussi dans d'autres milieux, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui va très probablement se déployer avec les nouveaux modèles, en fait, qui ont de plus en plus d'interactions avec d'autres applications.
Ensuite, la société d'IA d'Elon Musk, xAI, s'apprête à lancer une application grand public qui permettra d'accéder à son chatbot Grok. Selon un rapport du Wall Street Journal, ce service similaire à ChatGPT sera disponible sur des appareils personnels après la clôture d'une levée de fonds qui pourrait atteindre 5 milliards de dollars, portant la valorisation de xAI à 50 milliards de dollars, soit le double en 6 mois. Musk a proposé aux investisseurs de son rachat de Twitter un accès à 25% des actions de xAI pour récompenser leur fidélité. Parmi les bénéficiaires potentiels figurent les noms comme Fidelity, Larry Ellison et Jack Dorsey. Une fois la levée de fonds bouclée, xAI aurait collecté environ 11 milliards de dollars, consolidant sa position dans le secteur de l'IA. Et du coup j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne cette application, parce que Grok, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, puisque pour l'instant il faut avoir un compte premium sur X pour pouvoir le tester. L'interface n'est pas vraiment faite pour vraiment avoir un modèle d'IA qu'on peut tester sous la main. Donc si une application dédiée sort, je m'empresserai de la tester pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, sur les retours qu'on avait jusqu'à maintenant sur Grok, pour l'instant c'était pas forcément une IA exceptionnelle en termes de performance, mais en même temps Elon Musk a été capable avec xAI de monter un très très gros data center avec une très grosse puissance de calcul. Donc c'est quelque chose qui pourrait évoluer et on pourrait avoir un modèle qui sort de xAI assez puissant qui pourrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La prochaine news concerne Blue Sky, le réseau social décentralisé qui permet un accès libre aux publications publiques via son API Firehose. Donc ce qui ouvre la porte à leur utilisation par des tiers pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Récemment, Daniel Van Strien de Hugging Face a collecté 1 million de posts publics pour des recherches en apprentissage automatique avant de retirer ces données face à la controverse. Blue Sky a indiqué travailler sur des options permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs préférences en matière de consentement, mais admet qu'elle ne peut pas imposer à des développeurs tiers. Cette situation illustre des défis de confidentialité auxquels la plateforme est confrontée à mesure qu'elle gagne en popularité, attirant ainsi une attention similaire à celle des grands réseaux sociaux. Alors, Blue Sky, qu'est-ce que c'est ? C'est un des concurrents de Twitter ou de X en tout cas. Quand Twitter a été racheté par Elon Musk, il y a eu tout un mouvement pour aussi se réapproprier un réseau social similaire. Donc Blue Sky fait partie un petit peu de toute cette mouvance et de tout le lancement qu'il y a pu avoir de concurrents à Twitter. Il y a aussi Mastodon et Thread de Meta qui sont, je pense, aussi les autres concurrents dans cette mouvance. Sauf que Blue Sky, le système, c'est que c'est un système qui est décentralisé et qui est open source. Et donc, quand vous postez quelque chose sur Blue Sky, vous postez quelque chose de façon publique. Et il faut en avoir conscience. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas suffisamment clair parfois pour les personnes. Ils se disent que c'est un réseau social, donc c'est protégé, donc il faut un compte, il faut avoir un accès limité ou autre. Mais non, c'est des choses qui sont publiques. C'est vraiment, ça peut être réutilisé. Tout comme si vous postez quelque chose sur un compte Instagram public, les personnes peuvent y avoir accès sans forcément avoir de compte. Et surtout, pareil, Meta peut utiliser ces données pour faire pas mal de choses. Maintenant, Meta, c'est une entreprise privée, donc si eux, ils se mettent à utiliser les données de Instagram pour entraîner un modèle d'IA, ils vont devoir rendre un minimum de compte. Mais dans le cas de Blue Sky, c'est un système qui est open source et décentralisé. Et donc ça fonctionne pas en fait, parce que n'importe qui peut y accéder. Vous n'avez pas besoin de compte, vous n'avez pas besoin d'accepter leurs conditions d'utilisation, vous avez besoin de rien pour pouvoir accéder à tout ça. Et donc là, Daniel Van Strien, il a juste voulu faire une démo en montrant que on pouvait récupérer des données et qu'on pouvait faire des statistiques et autres là-dessus. Donc ce qui est important, c'est que le nom des utilisateurs n'est pas récupéré, on a juste un pseudo, donc c'est pas le pseudonyme de la personne, mais un hash qui correspond à un nom d'utilisateur mais qu'on ne connaît pas, on peut pas retrouver quel utilisateur a dit quoi. Par contre, on a accès au message et on peut faire du coup pas mal de choses là-dessus. On peut entraîner de la donnée, on peut faire un bot qui s'entraîne sur tous les posts Blue Sky par exemple, on peut faire pas mal de choses. Donc là c'était un petit peu l'idée et honnêtement il s'est pris un backlash mais très 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 violent. Il a reçu des menaces de mort, etc. Je trouve quelque chose, un comportement qui est un petit peu excessif parce que les gens se sont dit c'est inadmissible, on utilise mes données pour entraîner une IA, blablabla, etc. Mais en fait, ces données sont publiques et sont disponibles aux yeux de tous. C'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Donc forcément, si quelqu'un veut s'amuser à se l'entraîner pour entraîner un nouveau modèle, c'est le concept aussi de l'open source. D'un côté, on peut bénéficier de modèles sans rien payer, mais de l'autre aussi, si on est dans un système d'open source, les données aussi sont réutilisables derrière. Si vous, demain, vous vous mettez à améliorer le code d'une application open source, vous aurez amélioré pour la communauté, et le nouveau code, il sera disponible aussi pour tout le monde. C'est un petit peu le même principe, donc voilà.
Ça a fait pas mal de bad buzz en tout cas sur l'univers, on va dire, de Blue Sky, et puis un petit peu aussi sur X, etc. Mais voilà, je trouve que ça montre aussi à quel point des fois il peut y avoir un décalage et des mauvaises connaissances sur comment les plateformes fonctionnent, et donc c'est aussi l'occasion de rappeler que sur internet, quand vous postez des choses, ce genre de choses là, c'est souvent c'est des choses qui sont publiques, qui peuvent être réutilisées, qui sont pas, les données, une fois qu'elles sont postées, elles vous appartiennent plus vraiment, donc faut quand même attention à tout ça. Et open source ne veut pas dire que les données sont fermées et inaccessibles, justement, c'est l'inverse. Donc ces données-là peuvent être tout à fait réutilisées. Ensuite, on a une news qui nous amène du côté de Alibaba, qui a lancé un modèle qui s'appelle QWQ32B. Donc, alors, je crois que la prononciation en chinois est un petit peu différente. C'est un modèle d'intelligence artificielle axé sur le raisonnement, présenté comme une alternative au modèle O1 d'OpenAI. Il est doté de 32,5 milliards de paramètres. Il excelle sur des tests comme M et Math, surpassant des performances des modèles d'OpenAI sur certains benchmarks. Ce modèle est capable de résoudre des énigmes logiques et des problèmes mathématiques complexes grâce à ses capacités de planification et de raisonnement. Il est disponible sous une licence Apache 2.0 via la plateforme Hugging Face, et il est accessible pour des applications commerciales. Toutefois, seuls certains composants sont publiés, ce qui limite la transparence et la reproductibilité du modèle. Comme d'autres modèles chinois, il évite les sujets sensibles pour répondre aux normes réglementaires locales. Donc malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le tester, mais il se base sur le même concept que O1, c'est-à-dire qu'il va prendre plus de temps à vous répondre. Et en prenant plus de temps à vous répondre, il va vous faire des meilleures réponses, et il va faire un cheminement de pensée qui va permettre de dérouler la pelote de laine quand on lui pose une question, pour justement réussir à vous donner la meilleure réponse possible. Et on est en train de se rendre compte justement en ce moment que c'est vraiment une des façons d'améliorer un modèle qui à la base n'est pas forcément excellent, puisque le modèle de base qui est utilisé n'était pas forcément un modèle ultra performant, mais qu'avec ce système d'itération, de temps qu'on laisse au modèle pour vous faire une meilleure réponse, on arrive à des résultats qui sont vraiment beaucoup plus impressionnants. Et donc c'est comme ça que O1 fonctionne. Donc là, le concurrent fonctionne de la même façon, et c'est quelque chose qui montre que on est loin d'avoir atteint un mur aujourd'hui ou un plafond sur la progression des large language models. Il y a encore des façons de les faire progresser, et du coup l'augmentation du temps de réponse est l'une des méthodes qui peut être privilégiée pour cela. Enfin, pour terminer, on a une dernière news qui nous amène du côté du Canada, avec des médias canadiens dont le Toronto Star et la CBC, qui accusent OpenAI d'avoir utilisé leur contenu pour entraîner ChatGPT sans autorisation ni compensation. La plainte réclame des dommages financiers et l'interdiction d'exploiter leurs œuvres. OpenAI, déjà visé par d'autres poursuites similaires, affirme s'appuyer sur des données publiques dans le respect du fair use et collabore avec certains éditeurs tout en permettant d'exclure leur contenu. Cette affaire souligne les tensions croissantes entre les médias et l'outil d'IA sur l'usage des contenus journalistiques. Et donc la semaine dernière, on parlait d'un média indien qui portait plainte contre OpenAI pour la même raison. Et donc là, c'est du côté du Canada. Donc on verra comment tout ça évoluera, si ce sera considéré comme du fair use ou pas. Et en plus, vu le nombre de médias différents qui ont porté plainte contre OpenAI, et le nombre de juridictions, etc. Je sais pas comment ils arriveront à s'en sortir de tout ça. Mais ça reste un véritable sujet. On sait que OpenAI ont utilisé des données qui étaient disponibles de la part de plein de sites internet, des sites d'information, etc. Et tout ça, ils l'ont fait sans forcément demander les autorisations. Donc on ne sait pas exactement comment tout ça se démêlera au final. Et enfin, pour vous faire une petite section IA de la semaine, alors cette semaine j'ai testé une nouvelle fonctionnalité de Eleven Labs. Donc ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle Gen FM. Donc pour y accéder, il vous faudra l'application iOS. Donc malheureusement pour l'instant c'est pas encore disponible sur Android. L'application, elle s'appelle Reader iOS. Elle permet en fait de transformer n'importe quel contenu en audio. Donc je la connaissais pas, cette application, elle est assez intéressante. Donc vous pouvez par exemple lui donner un lien d'une chaîne YouTube par exemple, et il va pouvoir vous régénérer un audio de cette vidéo, donc mot pour mot entre guillemets. Vous pouvez le faire avec du texte, vous pouvez le faire avec différents types de contenus. Et là, la fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, elle est assez intéressante puisqu'elle recopie un peu le système qu'il y avait dans Notebook LM, donc de Google, qui vous permet de faire des petits notebooks avec des informations qui peuvent venir d'une vidéo YouTube, qui peuvent venir d'un document PDF, qui peuvent venir d'un texte ou autre.
et de vous compiler tout ça pour ensuite pouvoir faire une discussion avec l'intelligence artificielle pour qu'elle vous donne des informations précises sur tout le contenu que vous lui avez donné et qui avait rajouté une fonctionnalité qui permettait de générer un petit podcast sur un sujet. Et donc le défaut, c'est que le podcast il était généré uniquement en anglais, et là en fait ce que propose Eleven Lab, c'est la même chose, mais cette fois-ci vous pouvez également le faire dans une autre langue, donc notamment en français. Donc le plus simple, c'est que pour conclure l'épisode, je vous mettrai la petite génération que j'ai pu faire avec Eleven Labs. Donc je l'ai fait avec tout simplement la page Wikipédia sur la France. Donc voilà, j'ai pas été chercher très très loin. Et comme vous allez pouvoir l'entendre, les deux voix qui sont en train de discuter l'une avec l'autre ont un très très fort accent anglais. Donc pourtant dans leur annonce Eleven Labs ont annoncé que c'était compatible avec 32 langues, dont l'anglais, le français, le chinois, l'hindi, etc. Donc je comprends pas pourquoi ils gardent cet accent en anglais. J'essaierai de retester différemment pour voir si c'est pas lié à la configuration de mon téléphone ou autre. Et j'ai essayé de lui donner des vidéos YouTube qui étaient en français, et pareil, là il me l'a fait directement, il me l'a fait en anglais. La seule façon que j'ai trouvé pour générer un podcast en français, c'était de lui donner du texte. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté et à me faire un retour. Moi je suis toujours un petit peu en train de jouer avec la configuration de mon téléphone, il est souvent en anglais, donc je me demande si, parce que je l'avais remis en anglais pour des fois accéder à certaines applications qui sont pas encore disponibles en France ou autre, si ça l'a pas perturbé et si ça a pas fait que du coup il s'est mis automatiquement en anglais. Mais en tout cas, il est capable de générer des podcasts sur des sujets, y compris très longs. Donc je l'ai testé, je lui ai donné un livre numérique. De 400 pages, il a été capable de me faire un podcast de 12 minutes pour résumer le livre. Je l'ai testé sur une vidéo YouTube qui durait 2h30, pareil, il a été capable de résumer la vidéo. Donc voilà, il a vraiment quand même une capacité. Donc je sais pas quelle brique de modèle ils ont utilisé pour réussir à imbriquer tout ça et faire quelque chose de fonctionnel, mais ça a l'air de très bien marcher. Avec le petit bémol pour l'instant que ça fonctionne avec une voix un petit peu avec un très fort accent anglais. Donc je vous laisse écouter ça pour conclure l'épisode. J'espère sinon que vous vous portez bien de votre côté. Vous avez dû entendre un petit peu, il y a mon fils qui est en train de tousser dans la chambre à côté, donc j'espère que ça vous aura pas trop embêté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me faire un petit retour. Là j'ai eu quelques retours la semaine dernière sur LinkedIn, ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui aide aussi à continuer le podcast. Et n'hésitez pas à faire un petit test de cette application de Eleven Labs pour me dire si de votre côté ça fonctionne ou pas. En français, je suis assez curieux. Et je vous laisse pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se quitte avec ce petit extrait du podcast d'Eleven Labs. Allez, ciao. La France, un pays de 68 millions d'habitants avec 12 fuseaux horaires. Et oui, c'est la réalité de cette nation transcontinentale qui s'étend bien au-delà de l'Hexagone. Wow, 12 fuseaux horaires. C'est fascinant. Comment c'est possible pour un pays européen? Eh bien, c'est grâce au territoire d'outre-mer de la France, répartis sur tous les continents. De la Guyane française en Amérique du Sud à la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, en passant par la Réunion dans l'océan Indien, la France est véritablement un pays mondial. Cette diversité géographique contribue à son influence internationale et à sa richesse culturelle. Je vois. Donc, la France, ce n'est pas que la Tour Eiffel et les baguettes. Mais comment cette répartition mondiale affecte-t-elle son économie et sa politique? Excellente question. Cette répartition mondiale offre à la France la deuxième zone économique exclusive la plus vaste au monde, juste derrière les États-Unis. Cela lui donne accès à d'immenses ressources marines et renforce sa position stratégique. Sur le plan politique, ça lui permet d'être présente dans presque toutes les régions du monde.